Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexandre Piboul, je travaille au département recherche, développement, innovation de l'ONF et donc je vais vous présenter l'outil Climessence. Déjà, je vais commencer par un petit historique sur comment on est arrivé à l'outil et avant ça, vous faire déjà une présentation très rapide de ce que ça fait. C'est-à-dire, Climessence, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'assemblage de deux outils différents. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce qu'on appelle Caravan, ça veut dire c'est un ensemble de fiches d'espèces qui regroupe les connaissances sur ces espèces en 37 critères issus, calibrés, on va dire, ces critères sur la base de la littérature scientifique et technique, d'expertise et d'essais de terrain. Et dans ces critères, au-delà de la description textuelle, il y a aussi une approche quantitative avec des notes s'étendant de A à D, A étant favorable et D défavorable pour chacune des espèces. L'autre partie, c'est IKS, un modèle de compatibilité climatique par facteur limitant indépendant, donc quelque chose de très différent, qui se base sur 3 facteurs, 3 variables, le manque qui caractérisent finalement trois facteurs limitants, on va dire: le manque d'eau, l'excès de froid et le manque de chaleur. C'est une approche non paramétrique, c'est-à-dire qu'on cale des seuils par espèce, avec des quantiles et c'est calé sur les points de présence à l'échelle de l'Europe. Donc c'est une échelle européenne et une résolution du kilomètre carré. Et le concepteur initial de ce modèle, c'est Hervé Le Boulaert. Donc voilà visuellement à quoi ça peut ressembler. À gauche, un début de fiche Caravane et à droite, une carte de compatibilité ICANN. Alors comment on est arrivé à ce site? Du côté Caravane, il y a eu d'abord le projet très tôt, en 2011, qui a commencé à travailler sur des critères de description des espèces, des traits écologiques et haute écologiques. Donc le nom du projet, c'était Traits de vie et haute écologie des espèces forestières. Ensuite, il y a ensuite et en parallèle, s'est développé le projet Nomade qui, a poursuivi un peu ses travaux et qui visait à travailler sur des méthodes d'acclimatation des essences forestières et de faire aussi un bilan des usages passés des essences introduites. Et enfin, le projet Caravane qui a un peu, concrétisé tout ça vraiment dans la logique des fiches de critères pour faire un catalogue, alors qui à l'époque était vu comme un catalogue de variétés à expérimenter, puis qui s'est transformé peu à peu en catalogue d'essences d'intérêt, dans le cadre des changements climatiques. De l'autre côté, alors ça a aussi un petit peu été fait en lien avec Nomad, Hervé Le Goulère a donc créé le modèle IKS sur la partie compatibilité climatique. C'était sous forme de macro sous Excel à l'époque. Et ensuite, deux projets financés par la Force, donc en 2015 et en 2017, à IKS MAP 1 et IKS MAP 2, ont permis dans un premier temps d'évaluer le modèle et de créer un cahier des charges d'outils d'aide à la décision, et ensuite d'aller plus concrètement vers le développement du service sylvo-climatique basé sur IKS. Et ces deux projets ont été regroupés sous l'impulsion d'Aforce pour faire un site internet qui est sorti finalement en décembre 2020 et qui s'appelle Climessence. On va voir d'abord un peu la description de l'outil, les cibles. Donc, Climessence, c'est un outil d'aide à la décision pour le choix des essences forestières dans le contexte des changements climatiques. Donc, la cible principale, c'est les gestionnaires forestiers, mais plus largement, toute personne qui est amenée à intervenir dans les décisions de choix des essences forestières, que ça soit pour la gestion ou pour la recherche. Il vise à répondre aux questions suivantes. Alors, pour la partie fiche espèce, le but, c'est de répondre à la question: quel est l'état des connaissances actuelles sur les essences forestières? Soit qu'elles soient essences actuellement présentes, soit potentiellement intéressantes. Et pour la partie compatibilité climatique, cette fois, la question est plutôt de savoir quelle est l'évolution potentielle à long terme de l'aire de présence des essences forestières actuellement courantes, bien présentes en Europe. En termes d'outils, Climessence, c'est un site web qui est accessible à tous. Il faut se créer un compte, mais la validation est automatique, donc il y a pas d'administration de qui a le droit ou pas d'accéder au site, tout le monde peut y aller. Mais par contre, il y a 2 modes, c'est-à-dire qu'il y a un mode standard où tout le monde peut aller et un mode expert dont l'accès est conditionné à la réalisation d'une formation, qui est plus orientée vers un public de spécialistes. Et ce mode expert, la principale différence par rapport au mode standard, c'est qu'il permet de télécharger les données brutes. Et il donne également accès à des sorties un petit peu plus complexes, un peu plus sophistiquées, mais sans changer drastiquement le fond des données. Ce site est organisé en modules. Chaque module correspondant à un groupe de fonctionnalités un petit peu homogène. Donc pour la partie caravane, c'est des modules qui présentent les fiches espèces une par une et puis des logiques de tableau de comparaison
qui permettent de mettre côte à côte différentes espèces pour différents critères et de se concentrer cette fois sur les notes. Et puis pour la partie IKS, on a plusieurs modules. On a un module qui s'appelle variable climatique, qui est plutôt orienté sur visualiser les données d'entrée et de sortie d'IKS. Donc là, on est plutôt sur de l'exploration de la donnée sur laquelle est posé le modèle. Une partie analogie climatique, là, l'intention, c'est de visualiser un petit peu l'évolution climatique potentielle future d'une région donnée. Et on va voir un petit peu le déplacement climatique lié au changement climatique sous différents scénarios. On a un module sur la compatibilité climatique. Donc là, on est au cœur du sujet, c'est vraiment les cartes de compatibilité climatique des espèces. Et puis, on a un dernier module qui n'est disponible qu'en mode expert sur les comparaisons de scénarios climatiques. Donc, c'est un petit peu la même chose que la compatibilité climatique, mais sous forme de graphique par région qui permet d'approfondir un petit peu l'analyse. Et en plus de tout ça, on a une documentation web qui détaille tous les choix et tous les critères, et puis des tutoriels vidéo pour chacun des modules pour permettre à l'utilisateur de se retrouver dans son utilisation. En termes de conception, les grands choix de conception, déjà, il y avait quelques grands principes qu'on s'est donnés pour Climescent. La première, en termes d'ergonomie, c'est que les modules sont tous structurés de la même façon. Sur la gauche, on a un onglet qui permet de choisir les essences ou de choisir les paramètres, voilà, comment on veut régler la fonctionnalité. Et sur la droite, les sorties qui sont affichées. Et systématiquement, en bas de page, un accès vers les pages d'aide adaptées à la page où on se trouve et un tutoriel d'utilisation. Pour les modules IKS spécifiquement, on a systématiquement la présentation de plusieurs scénarios climatiques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'utilisateur choisisse un seul scénario. On lui présente toujours l'actuel et les 3 futurs possibles pour inciter fortement à réfléchir à l'incertitude sur le scénario. Alors quand je dis actuel, il faut entendre passé récent, puisque c'est un actuel qui commence à dater. C'est plutôt autour des années 2000 que ça se situe. Donc cette présentation se traduit en général par 4 cartes ou graphiques qui sont synchronisés, c'est-à-dire qui sont mis côte à côte et dont le parcours, le zoom, le déplacement sur la carte est synchronisé de façon à pouvoir comparer en fait ces 4 hypothèses. En termes de type de sortie, pour les fiches, c'est des fiches, et puis on a des tableaux de comparaison. Et du côté IKS, on a des cartes, des diagrammes et des graphiques. Sur la question de comment est pris en compte le changement climatique dans cet outil et les incertitudes associées, dans le cadre des fiches espèces, la prise en compte du changement climatique se fait essentiellement dans le choix des critères présentés, qui visent à prendre en compte toutes les contraintes actuelles ou potentielles. Donc il y a tout ce qui peut être utile dans la prise en compte de la station, mais il y a aussi un focus particulier sur les enjeux du changement climatique. Par exemple, un focus sur la résistance à la sécheresse, sur les risques biotiques et abiotiques, et puis sur les questions de mise en œuvre aussi, disponibilité de graines et plants, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était de balayer avec tout un tas de critères tout ce qui peut être utile à la prise de décision en contexte de changement climatique. L'incertitude, dans les fiches, elle est essentiellement liée au niveau de connaissance disponible. Et on a plusieurs façons de la faire passer auprès de l'utilisateur. La première, c'est que pour chaque croisement espèce-critère, on donne une note de fiabilité de l'information. C'est-à-dire, est-ce que l'information qu'on donne, elle est très solide ou un peu légère selon le nombre de sources qu'on a, la concordance des sources aussi. Un autre point important, c'est quand on ne sait pas, on le dit. C'est-à-dire qu'on accepte, quand les connaissances sont insuffisantes, de mettre la note I comme inconnue. On ne se force pas à mettre une note si on n'a pas une information fiable. Et puis, l'autre idée, c'est d'indiquer pour chaque croisement espèce-critère d'où vient l'information. Est-ce que c'est de la littérature scientifique ou technique? Dans ce cas, on cite la référence. Est-ce que c'est de l'expertise? Ou est-ce que c'est des retours sur la base d'essais de terrain? Donc, il y a des petites coches qui permettent de dire voilà, d'où vient l'information. Est-ce qu'elle peut venir des 3 sources ou d'une seule source? Et puis, une autre façon de parler de cette incertitude, en tout cas, ça peut le permettre dans certains cas, c'est de compléter chaque note par une description textuelle qui permet éventuellement d'affiner ou de relativiser les choses dans certains cas. Du côté IKS, là, on est plutôt sur un modèle, donc c'est un peu différent. La prise en compte du changement climatique se fait essentiellement via le choix des indicateurs, c'est-à-dire que finalement, les 3 indicateurs IKS représentent les principales causes d'absence
à cause du climat d'une espèce. Il y a plein d'autres raisons, mais du point de vue climatique, les indicateurs sont censés représenter les causes principales d'absence d'une espèce à cause du climat. Hem et du coup, bah, l'intention de ces modules-là, c'est de modéliser l'aire de compatibilité en climat actuel et selon plusieurs scénarios futurs. Donc la prise en compte du changement se fait via la comparaison de ces scénarios. En termes d'incertitude, bah, il y en a une première qui concerne la trajectoire climatique, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui va se passer en termes d'émissions de CO2 et d'impact. Donc ça, bah, ça se fait via le fait qu'on présente plusieurs scénarios du GIEC. Alors dans la version actuelle, on présente l'actuelle, la RCP 4.5 et la RCP 8.5 du 5e rapport du GIEC. Et dans la version à venir, on va switcher vers un actuel plus des scénarios TRAC, donc la trajectoire d'adaptation au changement climatique de l'État français, avec donc cette fois des niveaux de réchauffement, même si derrière il y a aussi des scénarios, mais des niveaux de réchauffement à plus de 7, plus 4, plus 4,8 et plus 6,5 de niveau de réchauffement en France. C'est des plus degrés, c'est des degrés en France. Hem Il y a une autre source d'incertitude qui est l'incertitude sur la modélisation en elle-même. C'est-à-dire, les scénarios du GIEC, ils ont une trajectoire, mais il y a aussi tout un tas d'instituts, météo dans le monde qui proposent différents modèles, donc il y a une incertitude sur la partie modélisation climatique et pour prendre en compte dans IKS cette partie-là, dans Climaisance, ce qu'on fait, c'est qu'en mode expert, on fournit non seulement la moyenne des modèles, mais aussi le modèle le plus optimiste du faisceau et le plus pessimiste du faisceau dans ceux qu'on a. Alors on l'a mis en mode expert parce qu'on estime que c'est déjà un peu plus de finesse dans l'incertitude et qu'il fallait, qu'on soit sûr que les gens qui utilisent ça, aient une bonne compréhension de ce que ça signifiait en termes de modèle. Et puis il y a l'incertitude sur le seuil des espèces, parce qu'on cale des seuils, à l'échelle européenne, par quantile, mais ces seuils, voilà, ils sont pas forcément d'une précision absolue, et puis ils dépendent de l'aire de répartition observée de l'espèce. Et donc la façon dont, on tient compte de l'incertitude, c'est que déjà on fait un filtre, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème potentiel de calage des seuils, c'est-à-dire pas assez d'observations ou des seuils pas très stables dans le bootstrap ou des choses qui sont, voilà, qui sont un peu douteuses ou des aires de répartition très zonales, très peu étendues, bah, on a une procédure de sélection qui fait que dès qu'on a un doute un peu significatif sur les calages, on ne présente pas l'espèce, tout simplement. L'autre façon de prendre en compte de présenter cette fois l'incertitude, c'est que sur les cartes de compatibilité, en fait, on va présenter 2 quantiles. Le quantile qu'on a retenu, le 97,5 des points, qui est, ce qu'on considérait être la limite, IKS, mais à titre indicatif, on présente aussi qu'est-ce qui se passe si on pousse jusqu'au quantile 99 des points. Ce qui permet de visualiser spatialement sur la carte, finalement, quel est l'impact, de 1,5 % de points en plus, en termes de répartition spatiale. Ce qui permet un peu de se donner une idée de l'impact de la précision de ce seuil. Comme on est sur une méthode non paramétrique, c'était un peu compliqué de faire autre chose, alors on aurait pu tracer les cartes types du bootstrap, mais c'est pas très signifiant d'un point de vue modèle. Donc voilà, on a préféré plutôt, voilà, travailler sur des quantiles, différenciés. En mode expert, on a également un troisième angle d'attaque sur l'incertitude, c'est qu'on a des sorties dédiées qui permettent de visualiser précisément, parmi tous les points de présence, ceux qui dépassent le seuil ou non, et donc d'essayer de comprendre où les seuils sont atteints en Europe pour les différents indicateurs. Et donc éventuellement essayer d'en tirer des conclusions sur les interprétations qu'on peut en faire. En termes de choix de conception, dans le Climessence, donc les grands choix fondateurs, donc ça c'est un peu des grandes directions qu'on s'est données, dans la façon d'aborder le site. La première chose, c'est que c'est une logique d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on fournit des infos, on fournit des données, des modèles, mais on ne propose pas de décision, on ne propose pas de stratégie. C'est à l'utilisateur, sur la base d'informations et d'autres informations issues de son expérience terrain, par exemple, de prendre cette décision. On ne propose pas de stratégie. C'est pas parce qu'une fiche dit que telle ou telle espèce est favorable à tel ou tel critère que ça veut dire qu'il faut la planter ou ne pas la planter. Ça, c'est le choix de l'opérateur qui doit intégrer finalement cet outil et probablement d'autres. Deuxième point important pour nous, une logique de transparence totale. C'est-à-dire que tous les choix sont explicites. Si ce n'est pas suffisamment le cas, c'est qu'il faut qu'on l'améliore, mais a priori, on a essayé dans la doc de tout préciser et on essaie d'exposer clairement les limites pour éviter les mésusages. Et on a essayé, comme je vous l'ai montré juste avant, de retranscrire autant que faire se peut les sources d'incertitude, sur les cartes ou les graphiques. Et puis la dernière, grande, logique, c'est qu'on est dans une logique d'amélioration continue. On a sorti l'outil à un moment donné en fonction de ce qu'on avait en stock et ce qu'on était capable de faire, mais on souhaite l'améliorer au fur et à mesure qu'on peut faire mieux. Donc sur les fiches, bah, c'est des mises à jour des fiches assez régulières, enfin 1 ou 2 fois par an, soit parce que des fiches sont corrigées, soit parce qu'on ajoute des nouvelles fiches.
Sur la partie IKS, bah, quand de nouvelles données climatiques, sont disponibles, de nouveaux scénarios, sortent. Là, par exemple, il y a les scénarios 6 du GIEC qui sont sortis, bah, on va mettre à jour le site pour les prendre en compte et avec l'idée d'essayer de coller, alors avec un petit délai de réaction parce qu'il faut le temps de le prendre en compte et de le développer et de le publier, mais avec l'idée d'essayer de suivre l'évolution des données d'entrée. En termes de format, du site et de niveau d'utilisation, on est donc sur un format site web, avec l'intention du coup que ça soit facile, d'accès pour tout le monde. Hem, dans Caravan, il y a un focus particulier en termes d'utilisation sur la logique de comparaison. C'est-à-dire qu'au-delà de donner un fichier de référence, on a vraiment voulu mettre des fonctionnalités qui permettent d'outiller la comparaison entre espèces, parce que c'est un travail que doivent faire les gestionnaires pour pouvoir faire des choix. Du côté IKS, bah, j'insiste un peu, mais c'est, cette idée de toujours présenter plusieurs scénarios en vis-à-vis pour, éviter l'effet tunnel où, tel ou tel opérateur va choisir un scénario et s'y tenir et puis un autre va en prendre un autre très différent et c'est pas forcément, enfin voilà, il y a la logique d'inciter l'utilisateur à prendre en compte l'incertitude. Et puis, il y a aussi un choix qui est de proposer ces 2 modes dont j'ai parlé. En particulier, l'idée du mode expert, c'est de permettre à des spécialistes d'aller un peu plus loin, en particulier de récupérer les données, éventuellement de faire des usages un peu particuliers. Mais on conditionne ça à une formation. Pourquoi? Premièrement, pour garantir que ces utilisateurs experts ont bien compris le modèle, les 2 outils et leurs limites. Autant sur un usage standard, il y a toujours un risque que les gens n'aient pas forcément tout compris, mais on considère que les gens qui sont formés en mode expert, qui vont probablement, avoir un rôle, de de démultiplication ou de travail un petit peu plus avancé sur le sujet, bah, on veut être sûr qu'ils ont bien compris les limites. Et puis, bah, il y a cette logique de démultiplication, c'est-à-dire qu'en formant des utilisateurs experts, bah, ils vont servir de relais après, auprès de la communauté des utilisateurs standards pour répondre aux questions ou démystifier l'outil ou apporter des compléments sur les limites d'utilisation. Alors, sur les choix de conception, pour les fiches espèces, attendez, j'essaie de me retrouver, oui. Heu, oui, bah, les grands choix de conception pour les fiches espèces. Bah, finalement, le choix principal dans les fiches espèces, c'est la définition et la sélection des critères. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait sur 3 projets quand même, hein, depuis 2011, donc il s'est passé un peu de temps, Tréto, Nomad, Caravan, qui ont cherché à caractériser, définir les critères, donner des définitions claires, définir des classes claires pour pouvoir après les traiter. Donc c'est essentiellement là que se sont faits les choix de conception. Et puis, bah, dans la façon de choisir ces critères, finalement, l'idée c'était de couvrir tous les critères utiles, donc une variété de critères, de toutes sortes. Et puis il y a bah, je l'ai déjà dit, mais cette volonté de combiner de l'information littéraire, scientifique et technique, de dires d'experts et de retours d'essais. C'est-à-dire d'essayer de prendre finalement tout ce qu'on a comme type de connaissances et de les combiner dans une seule restitution. Et enfin, en termes de choix, il y a cette double logique quantitative-qualitative, c'est-à-dire d'un côté des notes qui permettent des comparaisons, des ordonnancements relatifs des espèces, et puis de l'autre côté du textuel pour compléter, affiner un petit peu les éléments quand on est capable de le faire. Enfin, cette volonté forte d'afficher la fiabilité des informations présentées. Côté IKS, alors là, ça va être des choix un petit peu plus, techniques, sur les choix de conception. Donc le premier choix, c'est le choix fondateur, c'est 3 indicateurs identiques pour toutes les espèces. Donc ça, l'idée, c'est qu'on est sur un modèle corrélatif de type modèle de niche. Alors je dis de type modèle de niche parce qu'on s'écarte un petit peu des standards du modèle de niche du fait de l'approche non paramétrique et des indicateurs indépendants, mais on est quand même dans cette grande famille. Hem, mais avec 3 indicateurs qui en tout cas dans l'intention, visent à être des proxys des principales causes d'absence des essences à cause du climat. Donc de façon sous-jacente, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que le climat, c'est un choix volontaire. Mais du coup, on cherche à caractériser quelles sont les principales causes d'absence d'une espèce à cause du climat. Donc ces indicateurs, même s'ils sont utilisés de façon statistique en termes de calage, ils cherchent à refléter quelque part, des phénomènes sous-jacents. Alors c'est pas explicite, c'est pas des modèles, processus, mais on cherche à avoir des indicateurs proches, de réalité biologique. Pourquoi 3? Parce qu'on a cherché la parcimonie. Enfin quand je dis on, c'est surtout Hervé Le Goulard, le concepteur, mais en tout cas c'est assumé par le site. C'est la volonté de parcimonie et d'éviter des modèles qui peuvent, succomber au biais de surapprentissage quand on a, 7-8 variables de calage, bah, on peut apprendre à peu près n'importe quelle aire avec ces 8 variables. L'intention avec 3 indicateurs génériques, c'est d'essayer d'éviter en partie ce problème.
Et de la même façon, il y a l'idée de la généricité, c'est-à-dire des indicateurs standards pour pouvoir caler de nombreuses espèces, parce que sinon, il faut faire des modèles espèce par espèce et c'est un travail, qui peut être compliqué. Et aussi de permettre quelque part une comparaison, tou un peu toutes choses égales par ailleurs. C'est des facteurs indépendants. C'est-à-dire qu'on considère que dans le choix des 3 variables, on pouvait se permettre de les traiter de façon séparée. Et ce ne sont que des indicateurs à calcul annuel. C'est-à-dire qu'on a évité soit des variables qui dépendent de la durée de la saison de végétation, soit des variables qui sont sur des périodes fixes, par exemple, je sais pas moi, le bilan hydrique des mois de juillet-août. Parce que ces variables dépendant d'une période ou d'une durée sont forcément amenées à évoluer dans leur, signification dans le temps, puisque le climat change pas uniquement en intensité, mais aussi en ampleur sur la saison de végétation. Et donc un des principes sous-jacents de la conception des 3 indicateurs IKS, c'est qu'on n'a que des variables à calcul annuel synthétiques. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer n'importe quelle durée de saison de végétation. C'est ça l'intention en tout cas. En termes de choix de scénario climatique, bah, dans la version actuelle, on a pris un échantillon représentatif du faisceau de scénarios du GIEC, rapport 5, et donc à venir, je l'ai dit, c'est donc une logique track, mais en cherchant à garder quand même la variété d'échantillonnage des scénarios du GIEC, et pas choisir que par exemple, les scénarios, qui auraient, par exemple, une logique politique très ambitieuse, quoi. On cherche à être dans le réalisme et donc à capter la variété des scénarios possibles. Autre choix fondateur sur le calage des seuils, un choix assez fort d'IKS, qui est pas forcément présent dans tous les modèles de niche, c'est de faire un calage à l'échelle de l'Europe. Les travaux qu'on a menés dans les projets IKS Map 1 et 2 ont montré, très clairement que le calage sur la France, en tout cas avec ce type d'approche, posait des problèmes pour de nombreuses espèces, en particulier sur les plus méridionales et donc, au passage, les plus intéressantes pour le changement climatique. Et donc du coup, on voit clairement que quand on cale les seuils en France avec ces méthodes-là, hein, c'est-à-dire avec des données, de type corrélative, avec nos indicateurs, eh bien, on a des seuils extrêmement sous-estimés pour certaines espèces en termes de tolérance à la sécheresse ou au froid. Et donc pour nous, c'était un impératif, suite à ces projets, d'aller sur un calage Europe. Ce qui a beaucoup de conséquences en termes de données disponibles. On ne peut pas du coup utiliser par exemple les données Météo France qui ne couvrent pas toute l'Europe. Donc c'est un choix qui a des conséquences, mais qui est assumé parce que, voilà, nos travaux nous ont montré que c'était quand même, un choix important. Sur ces histoires de seuil, dans la toute première version d'IKS d'Hervé Le Boulaert, les seuils étaient calés à dire d'experts. C'est quelque chose qu'on a abandonné, avec Climessence, et on est passé à des quantiles. Alors ça peut pour des si l'expert est bon, ça peut être moins précis, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit neutre et objectif. C'est-à-dire on sait précisément de quoi on parle, c'est un quantile donné, c'est très factuel finalement et du coup, ça veut dire que l'acceptation de l'outil ne repose pas sur la légitimité perçue des experts. C'est-à-dire ça dépend pas de est-ce qu'on a confiance ou pas dans les seuils calés par un tel ou un tel. On est sur une méthode qui est, très mécanique finalement et après, bah, une fois qu'on a compris ce que ça veut dire, on l'interprète avec les limites de rigueur. Autre point, c'est que donc j'ai dit, on a une méthode de sélection des essences retenues, c'est-à-dire qu'on ne présente pas d'espèces pour lesquelles le seuil, présente des gros risques de mauvais calage. Souvent, c'est lié à la représentativité des données de présence en Europe. Une essence extrêmement disséminée et peu représentée dans les inventaires forestiers nationaux, bah, on pourra peut-être pas permettre de bien attraper les 3 seuils, des 3 variables. Sur la résolution, donc on a fait le choix d'une résolution cartographique à 1 kilomètre. Donc ça, c'est issu d'échanges avec les utilisateurs avant de sortir le site qui avaient des retours assez unanimes sur le fait que des cartes à 4, 8 ou 12 kilomètres leur paraissaient, inadaptées. C'était un message assez fort des utilisateurs, dont on a tenu compte. Alors la conséquence de ça, c'est que là encore, ça limite les données climatiques possibles en entrée. C'est-à-dire qu'on ne peut utiliser que des sources qui fonctionnent à l'échelle d'1 kilomètre et donc bah, ça limite. Et alors en théorie, du fait des données actuellement disponibles, on ne pourrait pas passer à plus fin qu'1 kilomètre à l'échelle européenne. Mais voilà, il y a eu un autre webinaire sur Zoom 50 qui explique comment on essaie de le faire quand même, en tout cas en France, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui puisque c'était l'objet d'un autre webinaire.
Autre choix fondateur, bah, les données climatiques d'entrée. Donc, on a retenu la source de données Shilza, version 1 pour la version actuelle du site et bientôt version 2 de Shilza pour la version 2 de Climessence. Comment on a choisi cette source? En fait, on a comparé les différentes sources compatibles avec nos choix, donc Europe et 1 km, avec Aurélie, qu'on estime être la référence sur le climat actuel. Et donc, on a testé Shilza, WorldClim et Climate EU, qui étaient au démarrage du projet les trois sources vraiment disponibles à cette échelle européenne et au kilomètre près. Et bah, les conclusions nous amenaient vers Shilza de façon assez nette. Euh, L'autre conséquence de ça, c'est que du coup, on est bien sur des données sous forme de normales mensuelles, hein. Donc, c'est des normales, alors actuellement sur 20 ans dans le site actuel et bientôt sur 30, mais on travaille bien sur des normales. Autre choix, alors des choix de conception un petit peu plus techniques, là je rentre un peu dans le détail. Donc, pour l'indicateur de bilan hydrique, DHYK, l'indicateur sur le manque d'eau, on est sur un bilan hydrique mensualisé qui fait intervenir un réservoir utile. Donc ça, c'était important aussi pour nous pour éviter de tomber dans le paiement ETP annuel qui s'adapte pas très bien justement à l'évolution de la durée de la saison de végétation et à l'anticipation des sécheresses au printemps. Donc on voulait vraiment un indicateur assez, un- disons, assez robuste à ça. D'où le calcul mensualisé sur l'année avec prise en compte d'un réservoir utile. Euh, Sur la formule de l'ETP, on a choisi la formule d'Earth-Graves. C'est un choix qui fait souvent débat parce qu'il y a 50, plus de 50 formules d'ETP. Nous, on a fait ce choix justifié par le fait que si on se réfère aux préconisations de la FAO, euh, c'est considéré comme la formule qui donne le meilleur proxy, la formule de Pennant-Monté, euh, dans le cas d'une version simplifiée où on n'a pas toutes les variables, ce qui est notre cas. Il nous manque tout un tas d'informations sur la vitesse du vent, la nébulosité et autres. Donc, on n'est pas en capacité de modéliser la formule la plus précise. Donc, on a pris la simplification préconisée dans ce cas-là. Et puis, un autre choix technique, c'est qu'on pourrait imaginer un troisième indicateur IKS sur l'excès de chaleur qu'on n'a pas retenu parce qu'il pose des problèmes d'interaction très fortes avec le manque d'eau, avec le déficit hydrique. Et il pose des problèmes de calage statistique, c'est-à-dire qu'on a fait des tests qui montrent que c'est compliqué sur la période de référence de décorréler chaleur et sécheresse, et donc de pouvoir caler correctement cet indicateur. Alors, les limites des outils suite à tout ça. Donc, première chose, alors là, je me suis concentré sur les limites d'IKS, puisque bon, les limites des fiches, c'est essentiellement les informations disponibles dans la littérature et dans les expertises. Et sur IKS, donc, bah, la première limite, c'est que IKS ne prend pas en compte tout un tas de facteurs. Tous les facteurs sol, engorgement, richesse minérale, etc. Tout ce qui est facteur biotique, tout ce qui est facteur abiotique, tous les impacts humains sur l'occupation du sol, tout ce qui est microclimat aussi. Donc tous les aspects climatiques qui relèvent vraiment de la topographie locale, bah, 1 kilomètre, c'est pas trop la peine. Et puis tout ce qui est événements extrêmes, c'est-à-dire des successions de sécheresses sur plusieurs années successives, comme on travaille sur des normales, bah forcément, ça c'est pas pris en compte. Donc tous ces aspects-là, qui sont quand même importants hein, pour la présence d'espèces, bah, ne sont pas pris en compte dans IKS, qui volontairement se limitent aux aspects climatiques globaux. Ce qui veut dire qu'il faut, dans le cadre d'un diagnostic de terrain, prendre en compte aussi ces facteurs, et c'est là que la complémentarité avec les fiches est intéressante, puisque, à l'inverse, les fiches essaient de recenser des critères, tous les critères possibles. Sur la résolution d'IKS les cartes IKS de Climessence sont au kilomètre carré. Donc la conséquence de ça, c'est que tant qu'on est à l'échelle nationale ou à l'échelle de grands massifs, ça paraît assez raisonnable. C'est-à-dire que la résolution et la finesse des données est adaptée à des réflexions à cette échelle-là. Quand on commence à descendre à l'échelle d'une grande forêt, on est limite. C'est-à-dire on peut avoir une vision un peu générale, mais il ne faut pas trop pas chercher à être trop précis et c'est pas du tout adapté à une échelle parcelle. C'est pas fait pour. Dans la logique IKS qui est dans Climessence, c'est-à-dire la version au kilomètre, c'est pas fait pour dire, pour regarder sous quel pixel se situe une parcelle, c'est pas l'idée. En termes de limites, bah, on est sur un modèle corrélatif, donc c'est-à-dire que ce qu'on caractérise, c'est la présence observée de l'espèce et non pas la présence potentielle. Donc ça, c'est la limite assez classique des modèles de niche. Et puis, on a une limite assez forte liée aux données d'entrée, hein, c'est que bah, tout ce qu'on fait dépend des qualités de données climatiques modélisées en entrée.
de la carte de réserve utile qu'on utilise à l'échelle de l'Europe, qui n'est pas ultra fine, et puis de la densité, de la représentativité des données de présence des espèces à l'échelle Europe, qui est issue des inventaires forestiers nationaux, européens, mais régularisés à la maille du kilomètre. Donc là encore, on n'est pas sur quelque chose de très très fin. Donc bien sûr, si toutes ces sources de données devenaient plus fines et plus précises, on pourrait faire un IKS plus fin et plus précis. Mais pour l'instant, on est fortement limité par ça. Ce qui veut dire, si on résume toutes ces limites, que le modèle IKS il permet de visualiser l'impact de différents scénarios de changement climatique sur la présence des espèces, j'insiste bien sur la présence des espèces, à l'échelle européenne, c'est-à-dire c'est bien sur l'espèce complète, c'est pas sur le peuplement de telle ou telle provenance, c'est sur l'ensemble de l'espèce européenne. Euh, et sur des échelles spatiales qui doivent être assez larges, c'est-à-dire ne descendant pas trop en dessous du massif forestier. Et si on veut descendre, il faut adapter des approches complémentaires, c'est ce qu'on fait dans Zoom 50. Et surtout, il faut bien compléter cette analyse purement climatique de l'analyse de tous les autres facteurs, et à ce moment-là, on se ramène aux fiches espèces. Enfin, et je réinsiste là-dessus, IKS est un modèle de présence, donc c'est très différent d'un modèle de dépérissement. Ça ne prédit pas la mortalité à court terme, c'est plutôt la tendance potentielle à long terme de la présence de l'espèce. C'est quand même quelque chose d'assez différent. On peut très bien avoir des dépérissements assez forts en zones très compatibles pour différentes raisons. Je vais faire une petite démonstration de l'outil. Donc Climessence, ça se présente comme ça. Quand vous arrivez sur Climessence, vous arrivez sur l'accueil. Et vous avez en fait donc la documentation accessible ici, où vous avez une grande partie de ce que je viens de vous dire de décrit en détail. Et puis vous avez des modules ici dans la barre de sélection. Je vais zoomer un peu peut-être. Voilà. Dans la barre de sélection, on a 4 modules en mode standard et puis enfin 4 menus en mode standard et un menu supplémentaire en mode expert. Alors du côté fiche espèce, on va avoir en fait 3 modules. Un module fiche qui va nous permettre de consulter les fiches individuelles des espèces. Donc là, vous avez un index avec l'ensemble des espèces disponibles. Donc si je prends par exemple le cyprès de l'Atlas, je vais avoir une fiche. Alors à gauche, j'ai un petit index qui me permet d'accéder aux grandes catégories de critères. Et puis à droite, j'ai ma fiche avec une date de mise à jour, le nom latin, enfin voilà. Normalement ici, je vais peut-être prendre une licence, on a 3 photos. Ça sera peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on aurait? Ça doit être bon. Voilà, normalement on a toujours une photo des feuilles, une photo du fruit, une photo du port de l'arbre, une description générale, l'aire de présence naturelle de l'espèce, et puis ensuite on attaque les facteurs, les critères un par un. Donc ils sont groupés par section, donc par exemple on a les facteurs climatiques, où on va voir donc le 1.1, c'est la résistance aux fortes sécheresses juvéniles, le 1.2, c'est la résistance adulte, etc. Et à chaque fois, on aura donc le titre du critère, un petit descriptif, alors plus ou moins détaillé, selon les cas, et puis une note, A, B, C, D. En général, A, c'est très bon, et D, c'est pas bon du tout. Fiabilité, c'est à quel point l'information est étayée. Donc si on a 3 petites coches, c'est que c'est très étayé. Si on en a 0, c'est que ça l'est assez peu. Et puis d'où viennent les informations qui ont servi à établir cette note et ce commentaire. Donc du terrain, c'est-à-dire sur la base du retour d'expérience des essais terrain de l'ONF, du CNPF et des collègues en recherche, de dires d'experts, de spécialistes de l'espèce, et de bibliographie. Dans ce cas, vous avez le numéro de la référence bibliographique qui, à la fin de la page, vous permettra d'accéder au lien ou à la référence biblio. Et puis on fait tous les critères comme ça. Donc il y en a tout un tas. Vous avez l'écogramme, qui est en général issu de la flore forestière quand c'est disponible, ou issu d'autres sources quand on les avait. Et on a aussi la carte des références en France, c'est-à-dire les essais. Alors pour l'instant, il y a ONF et CNPF, les essais terrain dans lesquels l'essence a été testée. Et puis, voilà, on a tout un tas de critères. Et à la fin, il y a quand même un petit paragraphe recommandation, qui n'est pas vraiment une recommandation au sens stratégie de gestion, qui est plutôt un petit peu le résumé un peu des forces et faiblesses de l'espèce. Donc tout ça est traduit sous forme de catégories, ces critères. Donc il y a des facteurs limitants climatiques, des facteurs limitants édaphiques,
des infos sur la diversité génétique, sur la croissance et production, sur les services écosystémiques, la mise en œuvre sylvicole, la vulnérabilité aux risques biotiques et abiotiques. Voilà. Ça fait 37 critères répartis donc en 8 catégories. Donc ça, c'est la version fiche. Vous avez aussi des modules de comparaison, donc soit de comparaison pour l'ensemble des critères de quelques espèces, c'est-à-dire je vais choisir ici dans mon sélecteur à gauche jusqu'à 5 espèces qui m'intéressent et je vais pouvoir les comparer côte à côte pour l'ensemble des critères. Et puis j'ai une autre fonctionnalité qui va me permettre de comparer cette fois pour une sélection de critères. Donc là, je dis je m'intéresse à tel critère, je les note de A à B. Il y a une coche pour savoir si comment on considère quand on n'a pas l'information. Résistance au froid, par exemple, et puis, je sais pas moi, variété du matériel génétique disponible, là, je suis un peu plus tolérant, voilà, et cetera. Et donc, quand j'ai choisi mes critères, je peux en prendre jusqu'à 5, je vais pouvoir, cette fois, avoir en colonne les critères et en ligne les essences qui répondent à la sélection que j'ai faite. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai un petit nombre d'arbres là, donc j'ai choisi 3 critères. Donc là, s'il y a 3 petits arbres, c'est que l'essence est dans la gamme sélectionnée pour les 3 critères. Et du coup, c'est en vert. Et puis quand je descends, je vais aller vers des essences qui décrochent sur un des critères, ou 2 des critères, ou 3 des critères. Ce qui me permet finalement de faire une sélection, une présélection d'espèces, on va dire, sur la base de quelques critères. Donc ça, c'est pour les fiches espèces. Ensuite, nous avons la partie IKS. Donc IKS, je ne vais pas détailler tous les modules parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va faire un petit tour rapide. On a un premier menu variable climatique qui vise à présenter les données d'entrée. Donc vous avez les variables climatiques mensuelles, c'est vraiment les données climatiques brutes qui ont servi à faire le calcul. La carte de réserve utile qui a été utilisée, la carte d'espèces, de présence des espèces qui ont été utilisées. Voilà, donc tout ça, c'est les données un peu d'entrée. Plus intéressant, les cartes des variables climatiques annuelles. Donc là, c'est là qu'on va retrouver nos 3 indicateurs IKS calculés, puis quelques indicateurs génériques aussi. Et là, on va retrouver donc vraiment ces indicateurs bruts. Alors, on a un petit bug d'affichage, c'est l'effet démonstration, c'est superbe. Où on a donc une échelle colorée qui représente la carte de cet indicateur. Et donc, on va retrouver toujours un peu cette logique de carte avec 4 cartes côte à côte, actuelles et 3 scénarios futurs, qui, quand on zoome sur une carte, sont synchronisés et vont nous permettre de comparer les différentes choses. Normalement, il y a des couches, comme la couche là, de département, qui est censée s'afficher sur les 4 cartes. C'est un bug en cours de résolution, qui se produit sur certains ordinateurs. Et donc voilà, qui permet de se repérer normalement. Et on peut régler l'affichage de cette couche avec un petit bouton. On peut aussi agrandir l'une des cartes, si on le souhaite, à l'échelle, pour l'avoir en plein écran, si on a besoin. Voilà. Donc on peut comme ça regarder un petit peu la distribution des indicateurs. Si on est en mode expert, on va pouvoir en plus exporter ces données en format géotif pour les récupérer sous PSJG si ça nous intéresse. J'ai également une fonctionnalité de type diagramme orbothermique, ça veut dire qu'il va me permettre en un point du territoire d'avoir le fameux diagramme orbothermique qu'on utilise souvent en climatologie, avec pour cette localisation, sous forme de barre bleue, les précipitations, sous forme de courbe, les températures, et on rajoute à ce diagramme l'indicateur de sécheresse IKS, là, DSYK, pour voir comment il se répartit dans l'année en termes de contribution. Donc ça, on va pouvoir comparer, là encore, l'actuel avec différents futurs. Donc c'est un outil un petit peu d'exploration des climats et pour voir un peu comment ça évolue en un point, selon les différents scénarios futurs. J'en profite pour dire que, en général, sur les pages comme ça, vous avez en dessous un petit avertissement qui vous amène vers des questions fréquentes sur la fonctionnalité, qui est une sorte d'aide contextualisée, pour le bon usage des fonctionnalités. Et puis en dessous, vous avez le petit tutoriel vidéo, que vous pouvez lancer pour voir comment fonctionne ce module. Deuxième grand menu, c'est l'analogie climatique. Là, l'intention, c'est de permettre, pour une région donnée, donc j'ai le choix, je peux prendre soit les sylvo-écorégions, soit les régions forestières, les anciennes régions IFN. Je choisis une région et je vais pouvoir voir comment se déplace le climat du point de vue des 3 indicateurs IKS pour cette région. Donc là, en gros, en bleu, c'est les zones qui sont analogues au climat choisi.
Donc là, c'est par exemple, si je prends cette carte-là, ça veut dire en bleu, j'ai les zones qui, dans le climat actuel, ressemblent au climat qu'on aura dans le futur pour cette région. Voilà. Donc ça permet de visualiser un petit peu l'ampleur du déplacement climatique selon le scénario, qu'on utilise, heu, pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est plus une fonctionnalité un petit peu de sensibilisation et de première compréhension des scénarios climatiques. Ça permet pas de faire des diagnostics ultra fins, mais ça permet quand même, voilà, d'explorer un petit peu l'univers de ces 3 indicateurs, IKS et comment ils traduisent, les évolutions climatiques futures. Le troisième menu, c'est la compatibilité climatique, c'est un peu le cœur du moteur, c'est, vraiment les cartes de compatibilité et là, on va choisir une espèce et on va avoir vraiment la projection du modèle IKS sur la France, de cette compatibilité. Et c'est là qu'on retrouve la notion d'incertitude sur le seuil, c'est-à-dire qu'en jaune, quand on passe du vert au jaune, c'est qu'on franchit le seuil IKS, c'est-à-dire qu'on franchit, la limite de présence, prédite par le modèle. Mais à titre indicatif, on a mis aussi en rouge le franchissement du seuil suivant, d'un seuil un peu plus haut à 99. Ce qui permet de voir un petit peu, bah, voilà, la précision de ce seuil. Si je rajoute, 1,5 de point en plus, bah, combien ça me fait bouger sur la carte, cette limite? Ce qui permet un petit peu de voir à quel point cette limite est, entre guillemets, «précise», en termes de calage. Bon, c'est une façon, un peu détournée de montrer l'incertitude, mais, c'est ce qui nous paraissait le plus parlant pour l'utilisateur. Et donc là, ça permet de comparer, là encore, ces 3 scénarios actuels et les 3 scénarios futurs en termes de présence potentielle de l'espèce, telle que modélisée sur la base des données de présence de la période de référence. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la fonctionnalité d'aide à la décision. Et puis, on a dans le mode expert, on va avoir différentes variations de cette fonctionnalité avec des cartes, par exemple, la carte d'évolution, c'est-à-dire c'est les mêmes cartes mais en plus ou moins. Et on va voir cette fois les zones qui deviennent compatibles en bleu clair et puis les zones qui deviennent incompatibles en saumon. Donc c'est d'autres façons d'afficher les mêmes cartes et surtout, vous avez accès à ce que je citais tout à l'heure dans ma présentation, à savoir une carte, indicateur par indicateur des points de présence de l'espèce et qui va me permettre de visualiser en Europe finalement, pour les points rouges là, ou les points saumon, à quels endroits je franchis le seuil en fait. Quels sont les points de présence observés en Europe pour lesquels je suis au-delà de mon seuil de 97,5 pour les points saumon ou de 99 pour les points rouges. Ce qui permet de comprendre un petit peu la structure de ces seuils. Alors il faut faire les seuils un par un, hein, là c'est un des 3 indicateurs et ça permet éventuellement d'approfondir un peu la compréhension qu'on peut avoir de ces seuils. Enfin, nous avons un menu à droite uniquement disponible en mode expert qui va permettre d'avoir d'autres types de sorties, par exemple des sorties que j'appelle par histogramme qui, pour une région donnée, vont nous faire une synthèse un peu côte à côte des différents itinéraires, des différents scénarios, en termes de répartition de l'indicateur sur la surface forestière de cette région. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que c'est pas l'enjeu, mais voilà, c'est des diagrammes un petit peu plus qui permettent de faire une vision un petit peu, par région, mais en comparant côte à côte, la répartition par scénario climatique. Et là, vous voyez apparaître, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'en mode expert, on a la notion de modèle optimiste, moyen et pessimiste, c'est-à-dire qu'on rajoute cette vision de l'incertitude sur la modélisation, en plus de l'incertitude sur le scénario climatique. Voilà. Je vais donc revenir sur ma présentation pour la suite. Alors ensuite, il était demandé de parler de la stratégie de validation et de déploiement de l'outil. Alors sur la partie validation, pour ce qui concerne Caravan, eh bien les fiches ont été relues par un certain nombre d'experts, des espèces concernées. Alors il y a certaines espèces, c'est un peu dur de trouver des experts, mais globalement, voilà, elle fait pas mal circuler les fiches pour essayer de les faire relire. Au fil de l'eau, on prend en compte aussi les retours utilisateurs. C'est-à-dire que des fois, il y a certains utilisateurs un peu, experts ou qui ont des retours terrain, qui peuvent critiquer certaines notations en disant: «Bah là, vous avez été un peu sévère ou vous avez été un peu gentil sur telle ou telle espèce». Donc ça peut nous alerter et donc permettre d'approfondir le sujet. Ça peut être aussi des fois de la transmission de sources de connaissances. Quelqu'un qui nous envoie une publi intéressante sur telle ou telle espèce pour compléter la fiche.
Et puis plus récemment, on a eu un projet financé par Aforce, le projet Cocabio, qui nous a permis de comparer les fiches Climessence avec d'autres sources d'informations, en particulier Bioclimsol, mais pas que, pour essayer de détecter les incohérences et donc de les analyser et de les corriger. Pour la partie IKS, bah, déjà en termes de validation, alors c'est un peu nébuleux, mais malgré tout, dans la conception initiale, Hervé Le Goulaire a fait beaucoup, beaucoup de comparaisons, alors très empiriques et très à dire d'expert, mais il a quand même confronté ce modèle à beaucoup de sources, tout ce qu'il a pu un peu trouver, en particulier les cartes forgènes, mais pas uniquement, et ce qui lui a permis de voir finalement de se conforter dans l'idée que le modèle est quand même assez cohérent, en calant l'essai comme ça, avec pas mal d'autres sources, sur l'aire de présence des espèces. Donc ça, c'est un premier point de validation. 2e point, c'est que lors des projets IKS-MAP 1 et 2, qui donc étaient des projets partenariaux, hein, il y avait l'INRAE, il y avait AgroParisTech, il y avait l'ONF, CNPF, à force, voilà, on a, via différents travaux, bah, on a essayé de faire des validations indépendantes, mais c'est compliqué, sur des modèles de niche, parce que par construction, sur un modèle de niche, en particulier quand il est non paramétrique, bah, c'est un peu un raisonnement circulaire, hein. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un jeu de validation totalement indépendant du jeu de présence, en termes de qualification de l'air. Donc ça se passe toujours très bien, en fait, forcément. Heu, donc on pourrait s'en satisfaire, mais c'est quand même pas très, c'est pas suffisant, on va dire. On a tenté des validations sur des calages, par exemple à l'échelle de l'Europe et regarder si à l'échelle locale d'une région ça se passe bien. C'est-à-dire essayer de changer d'échelle pour voir si le modèle est un peu robuste. Et à ce titre, donc on a fait des travaux dans plusieurs stages là-dessus et puis il y a un travail en cours, en Roumanie, où Olivier Bourriaud là donc, un Français émigré en Roumanie qui est responsable de l'inventaire forestier roumain, qui est en train de faire une analyse assez approfondie, d'IKS, sur les données roumaines par rapport au calage européen. Donc ça devrait donner lieu normalement assez rapidement à une publication scientifique sur ça. Et puis, ce qu'on a eu aussi, c'est pas mal de comparaisons avec d'autres modèles corrélatifs ou modèles basés sur les processus. Donc il y a eu plusieurs projets scientifiques, dans lequel, IKS a été un des modèles comparés avec les autres pour, bah, finalement le situer par rapport à d'autres approches. Et donc là, il y a eu des stages, plusieurs projets de recherche qui ont fait, ce type d'exercice. Et puis, ça nous a pris aussi pas mal de temps dans le case map 1 et 2, c'est qu'on a produit des cartes à partir du modèle calé sur les quantiles et on les a transmises à différents experts des grandes essences françaises de production pour voir si, à dire d'experts, les aires proposées étaient cohérentes avec leur, connaissance de l'espèce et de leurs observations de terrain. Donc c'est un peu différent des points de présence IFN, puisque là on s'adresse à des forestiers qui raisonnent plutôt peuplement forestier et ça a permis de conforter aussi globalement l'approche en termes de qualité. En termes de stratégie de déploiement, déjà la première chose, c'est avant même de créer que le site soit finalisé, on a fait des ateliers de consultation des utilisateurs potentiels sur la base d'une maquette fonctionnelle qu'on avait créée pour cette occasion et qui nous a permis d'essayer d'adapter au mieux les fonctionnalités et l'ergonomie du site aux besoins exprimés. La deuxième chose, c'est qu'une fois le site développé, bah, on a intégré au site nativement des tutoriels d'utilisation et une documentation en ligne qui décrit l'ensemble des choix et l'ensemble des limites. Heu, Ensuite, on a fait une fois le site sorti, on a organisé des formations au mode expert, qui ont été proposées par Aforce, à la communauté et puis qui ont été faits en interne par l'ONF et le CNPF auprès de leur propre, personnel, avec l'idée de former des spécialistes et d'avoir une logique de démultiplication. Dans le cas plus spécifique de l'ONF, j'en parle parce que je le connais bien puisque j'y travaille. C'est qu'on a fait on a créé avec le service formation, une formation à distance en ligne, une sorte de MOOC, heu, pour le mode standard et qui a été diffusée à l'ensemble des personnels. C'est-à-dire que l'ensemble des personnels ont été convoqués à cette formation en ligne, qui leur a permis de prendre connaissance de l'outil et de ses limites. Et puis en parallèle de ça, on a créé un réseau de correspondants sur le changement climatique, alors qui voit beaucoup plus large que Climessence, mais qui en particulier s'est attelé, à se former au mode expert et qui, dans le cadre de leur mission sur le changement climatique en général, ont été chargés de la démultiplication de l'outil en territoire. Et puis on continue à animer ce réseau de correspondants de façon régulière, alors sur tous les sujets du changement climatique, mais également sur les évolutions du site et pour répondre aux questions ou aux retours qu'on pourra avoir sur, Climessence.
En termes de mise à jour et de retour d'expérience, donc sur l'organisation des mises à jour, le site est géré par une équipe projet composée de membres de l'ONF, du CNPF et d'Aforce. Cette équipe projet gère le site et ses évolutions d'un point de vue métier et informatique. L'intention, c'est d'avoir une pérennité de l'outil dans la durée, et pour ce faire, on a mis en place une convention ONF-CNPF qui définit les modalités techniques et financières de gestion du site. C'est-à-dire que, en, voilà. En termes de mise à jour, on en a quelques mises à jour par an, de l'ordre de 2 ou 3, soit fonctionnelles, correction de bugs, amélioration de fonctionnalités, soit là on en attend une en l'occurrence, très bientôt pour corriger un petit peu les bugs qu'on a pu voir là. Et puis, des fois plus profondes, et on va avoir aussi cette année une mise à jour pour passer au nouveau scénario du GIEC et à la track en termes de trajectoire d'adaptation au changement climatique. Et on en profite pour, améliorer les différentes données d'entrée du modèle. Sur la capitalisation des retours d'expérience, bah, il y a un formulaire de contact sur le site qui permet déjà, de récupérer au fil de l'eau, des remarques des utilisateurs. Mais les retours d'expérience se font majoritairement via justement les spécialistes des réseaux de correspondants changement climatique, à l'ONF, au CNPF et en particulier, mais ça peut venir d'ailleurs, qui sont donc des gens particulièrement formés, bien formés à l'outil et qui sont en contact de pas mal d'utilisateurs et donc qui peuvent nous faire des retours un peu, qualitatifs et quantitatifs sur l'utilisation du site. Et puis on a aussi mine de rien, des feedbacks pendant les formations experts, parce que souvent les gens qui viennent aux formations experts ont déjà utilisé le site en mode standard, donc se sont déjà un peu frottés, à l'outil et donc ont souvent, à la fois des questions, mais souvent aussi, des remarques ou des retours sur l'ergonomie ou sur la façon dont les choses sont présentées. Et puis, bah, bien sûr, il y a aussi l'échange avec l'autre concepteur, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas nous avec Climisence, dans une logique de collaboration, on essaie de discuter avec d'autres concepteurs d'outils et en particulier dans Colibri que vous connaissez bien. En termes de moyens humains et financiers, donc, en termes de financement, au long du projet, bah, déjà, ce qu'il faut pas oublier qu'au tout début, Hervé Boulère a déjà passé un temps assez conséquent de mise au point, de tests, d'analyse. Alors, ce travail n'a pas donné lieu à des rapports très formels, mais il y a eu une capitalisation d'énormément d'expérience sur ce travail-là, qu'on a récupéré, disons, de de bouche à oreille quand, Hervé nous a transmis le flambeau. Hem En termes de moyens purs et durs, bah, il y a quand même une grosse part des financements, en particulier dans les phases initiales de conception et puis, tout au long, sur moyens propres ONF et CNPF, hein, puisqu'il y a quand même eu une masse de temps de personnel investi relativement importante et puis on a financé des prestations, pour différentes parties, hein, pour la partie IKS, pour la partie, caravane et puis il y a eu pas mal de stages aussi sur ces sujets. Mais ces moyens propres, c'est une chose, mais on a aussi fortement été soutenu par différents appels à projets, beaucoup à force. Désolé, une petite faute d'orthographe. Beaucoup à Force qui nous a soutenus sur IKS Map 1, 2, sur Nomad, sur, Caravane, sur voilà, donc une grosse action d'Aforce et sur le développement du site. Mais aussi, il y a eu des financements sur la partie Caravane du JP Confort et sur la partie, IKS du Labex Arbre. Mais il faut quand même noter que le fait qu'on soit passé à un site web fonctionnel, c'est quand même en grande partie grâce au soutien d'Aforce. Et puis à force, l'ONF et le CNPF, continuent de maintenir une animation scientifique et technique assez forte sur, l'outil, en particulier avec l'organisation de formation. Enfin, sur la maintenance à long terme, bah, on est sur un cofinancement ONF-CNPF qui mettent, chacun une somme d'argent annuelle maintenant pour maintenir le site dans la durée. En termes de difficultés rencontrées avec l'outil, la principale difficulté, c'est les ressources. Malgré tout ce que je viens de dire, bah, il y a quand même pas grand monde dans l'équipe projet. On n'est pas très nombreux, on a tous pas mal d'autres projets, donc c'est voilà, on manque un petit peu de ressources. C'est pas très, résilient, c'est-à-dire que il y a pas beaucoup de redondance, donc s'il y avait des départs un peu, brutaux, ça pourrait, poser des petits soucis. Et puis la difficulté qui est pas il y a pas que nous qui la rencontrons, hein, c'est assez vrai pour la plupart de ce type d'outils, c'est dur d'avoir des financements structuraux dans la durée. C'est facile d'avoir des financements ponctuels pour démarrer quelque chose. C'est plus dur d'arriver à avoir un financement, pérenne sur ce type d'outil. Une autre difficulté qu'on a rencontrée dans IKS, enfin en tout cas qui nous est, souvent reprochée, c'est qu'on est sur un outil qui est profondément porté par la R&D.
Et donc, bah, forcément, notre priorité, c'est fourniture d'un service aux utilisateurs, c'est se concentrer sur l'animation technique, la formation, le déploiement, parce que c'est notre métier et du coup, on manque un peu de ressources pour enrichir l'animation scientifique, c'est-à-dire aller plus loin sur les analyses, scientifiques et puis pour faire les publications scientifiques qui permettraient de valoriser finalement tous les travaux, de validation qui ont été effectués sous un angle, sous une forme scientifique, revue par les pairs. C'est vrai que ça manque un petit peu, donc là, j'espère que la publication d'Olivier va combler en partie ce manque, mais c'est vrai que du fait du positionnement du projet plutôt sur une logique R&D, on a eu moins de c'était pas notre priorité la plus forte. Troisième difficulté, bah, c'est les jeux de données d'entrée. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est très dépendant des données disponibles et très limité par les données disponibles. Donc les données climatiques, les données de présence, les cartes de réserve utiles. Et donc, bah, quand il y a des mises à jour sur ces données, on peut les prendre en compte, mais c'est assez coûteux à chaque fois en ressources parce qu'il faut reprendre tous les calculs, refaire les bases, remettre en place la mise en ligne et autres, donc c'est pas si simple. Et en même temps, ça dépend aussi de quand les données sont disponibles. C'est-à-dire que si on veut améliorer les cartes de réserve utiles, bah, faut qu'il y ait une source, une carte de réserve utile meilleure qui sorte, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même très dépendant à ce que produisent d'autres opérateurs, soit sur le climat, soit sur les sols, par exemple, ou les inventaires forestiers européens, ou en tout cas les gens qui regroupent les données des inventaires forestiers européens, parce que c'est assez compliqué d'avoir ces données à l'échelle européenne. Et donc voilà, on est quand même assez dépendant de ça et du coup, ça limite nos capacités à affiner, certains aspects. Alors pour essayer de résoudre un peu ça, on a des travaux en cours avec Météo France. On essaie déjà de comparer nos données climatiques qu'on utilise en Climaessence avec, les données de la TRAC, de référence, de Météo France, pour voir les écarts déjà, pour déjà documenter les potentiels, écarts. Et puis à long terme, on discute avec eux aussi pour voir si, il n'y a pas moyen à un terme à définir, de passer sur des données Météo France, ou en tout cas, des jeux de données qui intègrent les données Météo France. Et ça veut dire que ces données évoluent vers une emprise plus européenne et avec des résolutions plus fines que ce qui se fait actuellement. Donc là, il y a des pistes dans ce sens, qui sont discutées à l'échelle de Météo France, à l'échelle des partenaires européens de Météo France, mais ça va sûrement prendre un peu de temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention.